Des millions de rêves s'envolent chaque jour, traversant les frontières, guidés par la promesse d'un avenir meilleur. Mais derrière chaque espoir, se cache une réalité, parfois brutale, souvent inattendue. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans le parcours incroyable de Siriki, un lion des sables, dont la force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais dans une détermination inébranlable face à l'adversité. Avant de découvrir cette odyssée humaine, si cette histoire de courage et de persévérance résonne déjà en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de partager ces récits qui changent les perspectives. Dans un petit village niché au cœur du Sahel, Siriki était une légende vivante. Ses muscles d'acier et son agilité faisaient de lui un champion incontesté de la lutte traditionnelle. Chaque combat était un spectacle, chaque victoire, une explosion de joie et de fierté pour sa communauté. Après une énième victoire éclatante qui avait terrassé tous ses adversaires, une foule de supporters en liesse encercla sa modeste demeure, scandant son nom. Siriki sortit sous les applaudissements, son sourire radieux illuminant la nuit, puis, au milieu de cette euphorie, Siriki fit une annonce qui figea l'assistance, il allait partir faire un tour à l'extérieur. Ce fut un choc dans les rangs des supporters, le murmure de la consternation parcourant la foule. Ils savaient qu'il resterait sans représentant de lutte dans les futures compétitions, et leur village, si fier de son champion, perdrait le respect des autres localités en l'absence de Siriki qui avait terrassé tout le monde. Certains le supplièrent de rester, et des questions fusèrent de toutes parts. Dans quel pays iras-tu? Tu vas lutter là-bas? Mais son père, sage et prévoyant, lui avait dit de garder sa destination secrète pour son bien-être personnel, protégeant ainsi son rêve naissant des regards indiscrets et des potentiels obstacles. Avant son départ, Siriki convoqua son écurie de lutte et les représentants du village. Face à eux, le cœur lourd mais la conviction inébranlable, il leur fit comprendre la vraie raison de son départ. Je suis un grand lutteur, un champion, et j'ai terrassé tout le monde. Mais mes maigres revenus ne suffisent plus à mes besoins familiaux. Cette terre, malgré mon amour pour elle, ne me permet plus d'assurer l'avenir des miens. Sa voix se fit plus ferme, j'admire énormément le catch américain, et je tente d'aller lutter ailleurs. Cette localité est devenue trop petite pour ma renommée et mes ambitions. Il faut que j'aille chercher de plus grandes arènes. Pour moi et pour vous, pour que le nom de notre village résonne au-delà de nos frontières. Dans les dernières heures avant son départ, son père lui demanda de partir en pleine nuit. Pour éviter le regard des gens admirateurs, lui dit le vieux sage, cela pourrait jouer sur tes émotions et t'empêcher de partir le cœur net. Puis, il ajouta, dans la vieille tradition africaine contemporaine, il faut que tu sortes de la maison familiale sur le dos d'un cheval femelle. Siriki, perplexe, demanda, pourquoi un cheval femelle, père? Le vieux sage lui répondit, parce que si tu amènes un cheval mâle et que tu veux le relâcher et continuer ton chemin, il ne reviendra pas à la maison. Tandis qu'une femelle, même à des centaines de kilomètres, reviendra toujours à son foyer. Ce qui veut dire que toi aussi, tu reviendras sain et sauf. Il ajouta, avec un sourire mystérieux, en plus de cela, tu seras aimé des femmes là où tu iras. Cet amour des femmes t'attirera de la richesse. La traversée du désert du Niger fut un baptême de l'enfer. Des jours sans fin, des nuits glaciales, la faim, la soif, la peur omniprésente. Chaque dune était un défi, chaque kilomètre, une victoire sur soi-même. Les corps s'épuisaient, les espoirs vacillaient, mais Siriki, le lutteur, puisait dans sa force physique et mentale pour avancer. Il avait promis à sa famille, il devait tenir. Enfin, la Libye. Le mirage d'une terre de transit s'évanouit devant la réalité d'une ville frontalière chaotique et inhospitalière. Ici, l'Europe n'était qu'un mythe lointain, et la survie, une bataille quotidienne. La ville frontière, un carrefour de destin brisé, ne ressemblait en rien à la porte de l'Europe imaginée. Sans le sou, Siriki fut confronté à la dure réalité des migrants non arabes. Le travail était rare, l'exploitation monnaie courante, et la méfiance envers les étrangers, omniprésente. Chaque tentative de trouver un emploi se heurtait à des murs d'indifférence ou d'hostilité. Les jours se transformaient en semaines, l'espoir en désespoir. La faim tenaillait son estomac, la rue était son seul abri.
Un jour, désespéré, Siriki s'approcha d'un garage mécanique, l'air résigné. Il négocia avec le propriétaire, un homme à l'allure dure, lui proposant de nettoyer le garage de fond en comble en échange d'un coin pour dormir. Le mécanicien, d'abord sceptique, fut impressionné par la détermination de Siriki. C'est ainsi que le champion de lutte devint un nettoyeur nocturne, trouvant un abri de fortune au milieu des huiles et des outils. Des mois passèrent. Chaque nuit, Siriki récurait, frottait, rangeait. Le garage, autrefois un capharnaüm, retrouva une propreté immaculée. Siriki s'accrochait à cette tâche, aussi humble soit-elle, car c'était sa seule bouée de sauvetage. La solitude était pesante, la nostalgie de son village, insoutenable. Mais l'idée d'abandonner, jamais. Un après-midi comme les autres, alors que Siriki s'attaquait avec ferveur à une tâche tenace, une voiture rutilante s'arrêta devant le garage. Une dame d'âge moyen, vêtue avec élégance et dégageant une aura de sérénité, en sortit. Elle était venue récupérer sa voiture. Son regard balaya le garage, et s'arrêta sur Siriki. Son regard fut immédiatement attiré par la musculature imposante de Siriki, mise en valeur par l'effort. Impressionnée par sa force et la propreté des lieux, elle s'approcha. Siriki, habituée à l'indifférence, fut surpris lorsqu'elle engagea la conversation, d'une voix douce et curieuse. « Vous travaillez bien, jeune homme. Ce garage est impeccable. » À peine la discussion avait-elle commencé que le propriétaire du garage s'approcha, le visage renfrogné. Il jeta un regard suspicieux à Siriki, puis à la dame. « Pourquoi parles-tu à cette femme, Siriki ? Elle t'a proposé quoi ? Tu dois refuser. » Il tenta de le persuader de rester, arguant de la propreté impeccable de son garage et de son désir de ne pas perdre un employé aussi doué et fort. Siriki s'éloigna, le cœur et l'esprit tourmentés par la proposition de la femme arabe. Il était stupéfiant. Un emploi ? À Tripoli ? Loin de cet enfer ? Il hésita un instant. Tant de promesses, tant de déceptions. Mais le regard de cette femme était différent. Il y avait une lueur de sincérité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il tenta sa chance. C'était un saut dans l'inconnu, mais une opportunité inespérée. 2 jours plus tard, la dame revienne, cette fois à bord d'un imposant 4x4 aux vitres teintées. Elle fit un discret signe de la main à Siriki, s'assurant que le garagiste était absent. Quand elle le vit seul, elle décida de lui parler franchement. « Prends tes bagages, lui dit-elle, d'une voix grave et pressante, et ne dis pas au revoir au garagiste. » Siriki, habitué à l'honnêteté et aux principes de son village, demanda à la femme de lui laisser un après-midi pour dire au revoir à son employeur. Pour avoir le cœur net. Il souligna que c'était lui qui lui avait offert un toit pour dormir, et qu'il ne serait pas judicieux de partir sans prévenir. Mais elle lui fit un signe de la main, le pressant d'oublier ces petits détails. Il tenta d'ouvrir la portière, mais elle lui fit un signe clair que non, ici, les hommes et les femmes ne montaient pas ensemble dans la même voiture. Elle lui tendit une enveloppe et une carte de visite. Siriki aperçut des billets d'une monnaie qu'il ne voyait que dans les films, ses yeux s'écarquillant d'étonnement. Regardant avec stupéfaction la carte de visite, avec la photo de la dame dessus, il se demanda à quelle monnaie cela pouvait bien appartenir. Croyant la carte elle-même être un billet d'argent. Il sentit un vague soulagement, un air de changement totalement différent de ce qu'il avait connu jusqu'à présent, une promesse d'un nouveau départ. Tripoli fut une révélation. La capitale, bien que complexe, offrait un contraste saisissant avec la ville frontière. La résidence, luxueuse et paisible, devint son nouveau foyer. Siriki prit son rôle de gardien au sérieux, appliquant la même rigueur et la même dignité qu'il avait mise à nettoyer le garage. Il apprit rapidement les rudiments du métier, de la surveillance à l'entretien des espaces verts. Sa force physique, autrefois cantonnée aux arènes de lutte, était ici un atout précieux pour assurer la sécurité des lieux. La dame, son employeuse, et sa famille le traitèrent avec respect, reconnaissant sa valeur et son dévouement. Siriki découvrit un environnement où il était enfin considéré. Les mois passèrent, apportant avec eux une stabilité inespérée. Siriki commença à oublier la traversée périlleuse de l'Europe, sa nouvelle patronne, Leila, l'avait fermement dissuadé de cette voie.
Elle lui avait expliqué à quel point la traversée de la Méditerranée était dangereuse, voire mortelle, et que beaucoup d'Africains se faisaient rattraper par les gardes-côtes libyens. Ou finissaient dans les prisons. Elle lui fit comprendre qu'il avait eu sa chance ici, à Tripoli, et que c'était une opportunité précieuse. Leïla recevait souvent la visite de ses amis, et Siriki commença à sentir leur regard peser sur lui, visiblement impressionné par sa musculature. Cette attention, bien que discrète, lui rappelait son ancien statut de lutteur et renforçait son estime de soi. Un jour, en l'absence de Leïla, l'une de ses amies revint à la résidence. Elle s'approcha de Siriki, qui était en train de nettoyer, et tenta d'engager la conversation. Elle lui demanda ce qu'il faisait comme sport, puis, pointant son doigt vers ses muscles, elle s'exclama « Leïla a vraiment eu de la chance de trouver un travailleur aussi musclé et poli. » Siriki, souriant, lui tendit des photos en noir et blanc de ses exploits de lutte. Elle fut visiblement impressionnée par l'étendue de son talent et la puissance qui se dégageait de ces images. Soudain, le bruit d'une voiture se fit entendre. C'était Leïla qui arrivait. L'amie se retourna prestement, comme si de rien n'était, reprenant une attitude décontractée. Leïla, visiblement frustrée de voir son amie revenir en son absence et parler à son gardien, rentra à l'intérieur. Siriki entendit alors des voix de discussion tendues, des murmures qui lui parvenaient, confirmant la gêne de Leïla. Rapidement, la rumeur se propagea au sein de l'entourage féminin de Leïla, elle avait un gardien incroyable. Musclé, jamais un verre de vin, jamais une cigarette, une chose rare, presque impossible à trouver. Ses amis l'enviaient, et Leïla le savait. De son balcon, elle observait souvent Siriki en action, nettoyant, entretenant les pelouses. Leïla, une femme riche d'environ 45 ans, n'avait jamais connu de véritable relation amoureuse. Souvent seule, elle commençait à ressentir un vide grandissant autour d'elle, consciente qu'elle avait désormais sous son toit la force et la virilité qui lui avaient tant fait défaut. Elle commença à sentir que Siriki était trop convoité par ses amis, ce qui la poussa à tenter de plus en plus le rapprochement intime avec lui. Un soir, Leïla, n'y tenant plus, tenta de venir dans la chambre de Siriki. Il était alors dans la salle de bain. En sortant, il aperçut une ombre sur son modeste lit. S'approchant, il trouva Leïla, en tenue de nuit, allongée. Gêné, il se tourna, le cœur battant. Elle s'approcha, lui touchant l'épaule. Elle sentit la gêne palpable dans les gestes de Siriki, mais elle persista. Prétextant avoir fait un cauchemar et qu'elle avait eu peur, elle affirma avoir pensé venir se réfugier ici. Siriki, ému et surpris, sachant que sa culture et sa renommée de lutteur ne s'accordaient pas avec ce genre de comportement, accepta de la laisser dormir dans son lit. Il passa le reste de la nuit debout, sur le balcon, veillant jusqu'à l'aube. Le lendemain, il sentit une gêne persistante dans le regard de Leïla, mais à sa plus grande surprise, elle lui proposa une augmentation de rémunération de 50%. L'amie de Leïla revint une nouvelle fois, cette fois en l'absence de sa patronne. Elle tenta un vrai rapprochement avec Siriki. Discrètement, elle lui tendit une enveloppe et une carte de visite, lui demandant d'attendre la nuit pour ouvrir l'enveloppe et composer le numéro de téléphone. À la nuit tombée, Siriki, curieux et un peu anxieux, ouvrit l'enveloppe. Il y découvrit une forte somme d'argent en devises étrangères. Des billets qu'il ne voyait d'habitude que dans les films. Surpris et intrigué, il tenta de composer le numéro de la dame. L'appel fut coupé presque aussitôt. Il se rendit aux toilettes. À son retour, il entendit son téléphone vibrer. S'approchant, il constata que la femme l'avait recontacté, non pas par un appel, mais via WhatsApp. Il regarda ce profil inconnu, et les minutes qui suivirent furent terribles. Des photos de la femme arabe, nue, accompagnées de signes de cœur, s'affichèrent sur son écran. Un flashback violent le ramena aux paroles de son vieux père sage. Tu attireras des femmes, et tu attireras de la richesse. Siriki sentit un vague soulagement, mais aussi un vertige face à ce nouvel air de changement, si différent de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent, une promesse d'un nouveau départ. Le lendemain, l'amie de Leïla, plus jeune d'une dizaine d'années et visiblement vexée de n'avoir reçu aucune réponse ni appréciation pour son geste, revint, furieuse. Elle n'avait pas digéré le fait qu'un homme ait osé la refuser, elle qui n'avait jamais connu pareille audace.
Croyant trouver Siriki seul à cette heure précise, elle le découvrit assis dehors. Elle s'approcha, le visage déformé par la colère, et tenta de le crier dessus. Ses cris perçants attirèrent Leila, surprise d'entendre une femme crier de cette façon à son propre employé. Elle fit irruption dans la cour, trouvant sa copine dans tous ses états. Siriki, excédé par l'agression et le manque de respect, se leva. Il se rendit dans sa chambre, en ressortit l'enveloppe intacte et la tendit à la femme en colère. « Je ne t'ai rien demandé », lança-t-il, la voix grave. Furieuse, elle commença à l'insulter, le traitant de « chien de garde de Leila ». Leila, qui avait déjà compris et suspecté la venue de sa copine derrière lui, et dont le regard constant sur Siriki était devenu un peu louche, n'hésita pas. La situation dégénéra en une bagarre à mains nues. Chacune, dans ses propos, cherchait à s'approprier Siriki, « c'est mon homme. C'est mon homme. » Finalement, avec la force de ses muscles, Siriki les sépara d'un coup, encaissant lui-même quelques coups au passage. La tension retomba, l'amie de Leila, humiliée et défaite, rentra chez elle. Leila, en pleurs, s'accrocha au bras de Siriki. « Tu as vu ? J'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque quelque chose comme toi. Cette salope veut t'arracher de moi. Ce sera moi ou personne. » Siriki, profondément triste et tiraillé, se retrouva face à un dilemme. D'un côté, le désir de conserver son emploi et le respect de son statut de lutteur professionnel. De l'autre, ses remarques et comportements dépassés, qui allaient totalement à l'encontre de sa culture et de son statut de champion respecté. L'amie de Leila, la rage au ventre et l'orgueil blessé, ne pouvait digérer ce refus. Jalouse de Leila et ulcérée par l'affront de Siriki, elle décida de se venger. Elle se renseigna et trouva l'ambassade du pays d'origine de Siriki à Tripoli. Avec les photos qu'elle avait secrètement capturées lors de ses conversations avec lui, des images de Siriki en tenue de sport, mettant en valeur sa musculature, elle se présenta aux autorités. Elle leur tendit les clichés. Les fonctionnaires de l'ambassade reconnurent immédiatement Siriki, le champion, le lutteur hors pair dont la réputation avait traversé les frontières. L'ami leur expliqua alors que Siriki était en train d'être exploité par une vieille dame qui l'utilisait comme un simple gardien, bien en deçà de son potentiel. Alarmées par la situation d'un de leurs talents nationaux, les autorités de l'ambassade se rendirent sur place. Elles retrouvèrent Siriki, discutèrent avec lui, et après une confrontation avec Leila qui fut d'abord surprise, puis en larmes de voir son bien le plus précieux lui échapper, le contrat de travail fut rompu. Siriki quitta la résidence de Leila, laissant derrière lui une femme désespérée. À l'ambassade, Siriki fut accueilli comme un héros. Il ne tarda pas à retrouver un emploi digne de sa force et de sa stature, agent de sécurité, très bien payé, avec un statut respecté. Il trouva enfin son bonheur, un bonheur teinté de dignité et de reconnaissance. Les paroles de son vieux père résonnaient désormais comme une prophétie accomplie: tu attireras des femmes, et tu attireras de la richesse. Mais cette fois, la richesse était celle de son travail acharné et du respect qu'il inspirait. Après des années de travail acharné et un emploi très bien rémunéré, Siriki revint au bercail. Il était devenu un homme riche et équilibré, faisant le bonheur de ses parents et de tout son village. Son père le fixa et à bras ouverts, ils répètent ensemble le fameux slogan: tu attires les femmes. Tu attires l'argent. Il lui serra fort dans ses bras. L'environnement de la lutte retrouva son ancien champion, mais cette fois-ci, pas en tenue de combat, mais avec le statut d'un homme accompli. Il modernisa l'arène de lutte, la transformant en un complexe sportif digne de ce nom, et créa une chaîne de télévision dédiée qui retransmettait les combats en direct. Désormais, sa progéniture, même depuis la Libye, pouvait observer les exploits de la nouvelle génération, et l'héritage de Siriki, le lion des sables, perdurerait bien au-delà de sa propre vie. L'Odyssée de Siriki est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain. Elle nous rappelle que le succès ne se trouve pas toujours là où on l'attend, ni ne prend la forme que l'on imagine. De la poussière du désert à la dignité d'un emploi stable, Siriki a montré qu'avec détermination, persévérance et une touche de chance inattendue, il est possible de transformer les épreuves en opportunités. Son histoire est un écho à celle de milliers d'autres, des récits de migration souvent invisibles, mais toujours riches d'enseignements.
Un rappel que le courage de faire face à l'inconnu et la capacité à s'adapter sont des trésors bien plus précieux que toutes les richesses matérielles. Si le parcours de Siriki vous a touché et vous a inspiré, nous vous encourageons à partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé.